Salut à tous, je pense que vu ce qu'on vient de vivre hier, un récap, un débrief mérite d'être fait. L'UFC Paris, le premier UFC en France, était à la hauteur de la gastronomie française. C'était superbe, incritiquable. Donc on va essayer de décanter tout ça. Oui, je choisis mes mots autour de la gastronomie. Euh, j'ai commencé par le truc qui était pour moi le plus important, l'ambiance. Euh, Quand l'UFC va pour la première fois dans un pays, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau des fans. Là, il y avait des bons indicateurs, c'est-à-dire que l'UFC a fait sold out en 10 minutes. Et c'est pas parce qu'il y a eu des personnes qui se sont connectées après 10 minutes, tous ceux qui ont eu leur place parce qu'ils étaient connectés à l'avance, et ça a mis 10 minutes parce qu'il y a eu un système de file d'attente. Donc ça, c'était un très bon indicateur, comme quoi il y avait vraiment de l'engouement, malgré les prix. Effectivement, certaines personnes se sont plaintes des prix, ce qui est logique, ils étaient élevés, mais au final, on ne peut pas en vouloir à l'UFC parce que la preuve est là. Ça a fait sold out avec ces prix-là, ce qui signifie que d'un point de vue business, ils auraient pu encore mettre les prix plus chers et ils auraient été encore plus rentables. Finalement, c'était relativement accessible, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas allés, qui se plaignaient de la carte, qui disaient que c'était pas terrible, etc. Je pense que je parle pour toutes les personnes qui étaient présentes à Bercy hier. Il n'y a personne qui a regretté d'avoir pris sa place, peu importe à quel prix. L'ambiance était oufissime. Donc, je voulais remercier le public, les fans français et les fans d'Europe, mais qui écouteront certainement pas cette vidéo, parce que il y avait à la fois une super bonne ambiance, mais quand je dis super bonne, elle était énorme. Enfin, c'était, je vais pas dire du jamais vu. Je pense que l'UFC a déjà connu ça à d'autres endroits, mais ça fait partie du top, clairement. Donc l'ambiance était, comme ils disent en anglais, deafening, c'était assourdissant, tellement c'était fort. Il y avait des chants dans tous les sens, surtout quand il y avait des Français, mais aussi pour Vettori contre Whittaker. Je pense qu'il y avait beaucoup de fans français qui connaissaient Whittaker et qui le supportaient, et ça a donné beaucoup d'ambiance pour ce co-main event, malgré qu'il n'y avait pas de Français dans la cage, et finalement il y avait beaucoup d'Italiens dans le stade, mais j'ai l'impression que c'était les fans et les supporters de Whittaker, donc les fans et les supporters français de Whittaker qui faisaient le plus de bruit. C'était assez impressionnant et assez chouette à voir. Le deuxième point par rapport aux fans que j'ai relevé, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de fans éduqués dans le public. Euh, on n'a pas entendu beaucoup de huées quand il y avait des combats peut-être un peu plus plats. Et on voyait que le public réagissait à des moments opportuns, même au sol, ce qui est assez rare. En général, les gens, bon, ben voilà, quand il y a de la guerre debout, ben, ça réagit bien. Quand il y a des belles choses, des belles séquences techniques et stratégiques au sol, ça réagit pas toujours. Et hier, même au premier combat entre Stephanie Egger et j'ai oublié le nom de son adversaire, c'était un combat qui n'était pas extrêmement excitant, on va dire, et palpitant, mais il y a eu quelques petites séquences, des petits sweeps, des petits scrambles au sol, des petites transitions au sol qui faisaient réagir le public, et ça c'était vraiment, franchement, on en parlait sur le plateau RMC hors antenne. Euh, C'était incroyable de se rendre compte que le grand public français commence déjà à avoir une vraie connaissance du sport, alors que c'est la première fois que l'UFC venait. Euh, donc très positif à ce niveau-là. Et en fait, il n'y a que du positif à tirer de cet événement. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. L'ambiance, franchement, c'était sur le walkout de Saint-Denis, Benoît Saint-Denis, c'était incroyable. Sur sa victoire, sur les 5 victoires françaises, le public était ultra chaud, ultra réactif. Sur la victoire de Gann, évidemment, avec le combat rebondissement, c'était extraordinaire. La Marseillaise, les gars, quand vous avez chanté la Marseillaise, j'ai eu des frissons. C'était C'était malade parce qu'en plus vous êtes allé crescendo, donc c'est vraiment comme ça que normalement, quand tu observes Bruce Buffer, c'est ce qu'il fait. Il commence doux et puis il monte, et au moment où il gueule, ben, il y a tout le monde qui gueule avec lui. Et avec cette Marseillaise, ça a été la même chose. C'est d'abord une partie du public qui était en dessous à droite de moi qui a commencé à chanter et puis ça s'est réparti dans tout le stade. Et alors au moment où ça gueulait aux armes, moi j'ai presque été aux larmes. Oh, quel jeu de mots de dingue. Non, je déconne. J'ai été aux larmes quand j'étais dans ma voiture en rentrant, mais ça c'était plus à titre personnel par rapport à cette opportunité que je venais d'avoir. Et oui, je suis un mec et j'avoue que de temps en temps, je suis fort dans le contrôle,
Mais de temps en temps, j'ai des émotions quand même. Donc on va en venir au combat, parce qu'au final, c'est un peu ça, ma personnalité MMA. On me suit plutôt pour mes analyses. Donc là, évidemment, c'est à chaud. J'ai pas eu l'occasion de revoir les combats. Il y avait quelques combats pendant lesquels ben, j'étais aussi en train de discuter pour voir ce qu'on allait dire sur la séquence suivante pour RMC. Euh, Saint-Denis, euh, masterclass offensif. C'est C'est ce que j'avais dit dans la preview sur la sueur, que pour moi c'est un très chouette adversaire pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, d'après les rumeurs, enfin, j'ai pas de contact avec Saint-Denis directement, apparemment il était déçu de ne pas avoir un adversaire qui lui permettait de regarder devant. Là, c'était un newcomer, c'était quelqu'un qui faisait ses débuts à l'UFC, mais c'était clairement un profil qui allait lui permettre de bien s'exprimer et il l'a fait. C'est-à-dire que c'est un profil qui lui a permis de montrer son pied-point qu'on n'avait pas encore vraiment vu à l'UFC. En tout cas, contre Eliseu, bon, on avait vu qu'il avait un sacré menton et un sacré mental, et tout le monde a gagné du respect pour lui à ce niveau-là. Mais Eliseu est tellement avancé en pied-point qu'on n'a pas pu évaluer si Saint-Denis était où il se trouvait par rapport à la moyenne de l'UFC. Dans son deuxième combat contre Stolz, il s'est vraiment imposé debout. Voilà, son pied-point, on a vu que ça commençait à lui servir pour imposer sa lutte, mais c'était que des bribes, ça manquait un peu de contenu. Et là, il a vraiment pu tout montrer. Il a pu montrer son pied-point qui vraiment est très très propre, très offensif. Alors il y a peut-être des problèmes de responsabilité défensive dans certains moments, donc tant mieux, ça lui fait une marge de progression. Mais je me dis c'est aussi grâce à cause du public. Ici, c'est grâce au public. Je pense qu'il a voulu, enfin, dans le moment d'adrénaline, il a voulu tout donner, il a voulu chercher le finish et ça a payé. Donc vraiment, tant mieux. Et ce qui montrait, enfin, il faisait des spinning back elbow. C'est quelque chose qui est vraiment. Tu fais pas ça quand tu es un mauvais striker ou quand tu es juste dans la moyenne. Donc il arrive à. Là, il a montré qu'il avait en pied-point le niveau UFC aussi. Et que son grappling, ben, encore une fois, il est au-dessus de la moyenne de l'UFC. Donc quand c'était au sol, il a surdominé. Et debout, il a fait un réel masterclass. Il a quasi obtenu le finish en fin de premier round. Il a pas attendu une seconde dans le deuxième round et c'était spectaculaire. Et sa, sa célébration était très honnête. On sentait l'émotion qui ressortait de lui. Il voulait cette victoire et je pense que ça devait être un moment incroyable pour lui. Les 15 secondes qui ont suivi sa victoire où il était sur la cage et tout, ça devait être fou pour lui de vivre ce moment. Et encore une fois, c'est grâce à vous, les fans qui étaient dans l'arène, vous permettez à vos athlètes de vivre des moments qui sont inoubliables et inédits. Je pense que c'est quasi incomparable de vivre ça pour eux. Faresiam était le deuxième français. Alors là, je vais commencer par m'excuser parce que ouais, voilà, il faut pas se mentir. Moi, mon but chez la sueur et dans toutes mes analyses, c'est de rester impartial. De temps en temps, c'est difficile de l'être parce qu'on a des attaches avec les combattants français. Moi, j'aurais des attaches avec les combattants belges aussi. De temps en temps, j'ai même des attaches avec des combattants internationaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et auxquels j'ai pu parler. Donc, c'est toujours compliqué d'être impartial. J'espère que j'arrive toujours à un peu nuancer mes propos dans la mesure où j'ai pas l'impression d'être noir ou blanc. J'aime bien donner de la nuance entre les deux dans mes analyses. Pour Fares, voilà, j'avais dit que il n'était pas favori et que d'après ce que j'avais analysé sur les vidéos de Figlac et ses combats à lui, ça me paraissait logique qu'il soit underdog. Et donc je m'excuse par rapport à ça parce que je me suis complètement gouré. Maintenant, je pense que j'avais quand même nuancé en disant voilà, quelque chose qu'on ne s'est jamais jugé, c'est à quel point quelqu'un progresse entre deux combats. Et Fares est encore jeune, il est encore jeune dans sa carrière, donc c'était totalement probable qu'il ait fort progressé. Et j'ai été absolument ravi et agréablement surpris de la marge de progression qu'il a faite. C'est incroyable. Il est venu, selon moi, c'était un tout autre Faresiam. C'est quelqu'un qui a prouvé qu'il avait le niveau UFC. Sur les 15 minutes, il a dominé 14 minutes. Il a fait une petite erreur de lucidité sur la fin, mais au-delà de ça, il a travaillé de l'extérieur. Il a bien bougé, c'est ce qu'il devait faire. Il a augmenté son volume, c'est ce qu'il devait faire. Il a cassé le rythme de Figlac. Figlac a jamais su s'imposer et imposer son style très à pression, très grinder. Et puis la lutte en contre. Figlac a un très très bon body lock. Ziam l'a retourné. Ziam l'a retourné au sol, il l'a dominé. Franchement,
J'ai entendu l'interview de Ziam qui était déçu de ne pas avoir finalisé. Alors je peux comprendre la déception. Quand tu finalises l'adversaire, c'est encore autre chose. Mais là, c'était un masterclass sur la durée. Et ça a énormément de valeur. En tout cas, à mes yeux, moi, de temps en temps, je préfère une domination sur 15 minutes qu'un finish dans le premier round. Alors évidemment, le plus beau, pour moi, la plus belle performance que quelqu'un peut faire dans une cage, c'est dominer pendant 2 rounds et demi et finaliser sur la fin du troisième ou la fin du cinquième. Ça, c'est vraiment le must du must. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais là, Ziam, si tu regardes la vidéo, on sait jamais. Mec, félicitations. C'était magnifique. C'était incroyable. On avance. Alors, au-delà de ça, enfin, les Français 5-0, magnifique. Mais il y a eu des beaux combats en dehors. Vous avez eu un KO en 19 secondes. Enfin, j'aime bien comment je dis vous, mais je peux dire on a eu un KO en 19 secondes. On a eu Wood contre Jourdain qui était un vrai banger. La performance de Whittaker, c'était un putain de masterclass. Mais ici, je vais me concentrer sur les Français. William Gomis était le suivant. Donc ici, on avait beaucoup de points d'interrogation puisque c'était début UFC contre début UFC. Alors, on va pas se mentir. Quand tu as Nathaniel Wood contre Charles Jourdain et juste après William Gomis contre Jarno Herrens, tu sens qu'il y a une différence de niveau. On va pas se mentir. C'est pas une critique gratuite, c'est vraiment juste pour dire que voilà, on sent qu'il y a une différence. Mais je trouve ça bien, justement. William Gomis, au même titre que Jarno Herrens, ils peuvent regarder les combats qui ont eu lieu avant eux, juste après eux. Ça leur permet d'être inspiré, de voir dans quelle direction ils doivent aller. Quand tu fais tes débuts à l'UFC, pardon, forcément, t'as pas encore une préparation UFC, t'as pas encore eu des primes à la hauteur de celle de l'UFC, donc t'as pas pu encore injecter le temps nécessaire pour avoir cette qualité UFC. Alors, le combat était de qualité UFC d'entrée. C'était pas en dessous. On a déjà eu des combats à l'UFC, on se dit putain, ça a rien à faire là. Ici, ça avait sa place sur la carte. Peut-être pas la carte principale, ok, mais ça avait sa place sur la carte UFC. Ils en voulaient tous les deux. Leur style était, je vais pas dire qu'ils s'annulaient, mais ils étaient très, pas similaires, mais à un niveau similaire. Donc, les deux se valaient et ça a donné un combat à l'arraché. Et ça, c'est très bien parce que il n'y a pas que les compétences qui suffisent à l'UFC, le mental, il le faut aussi, et les deux ont fait preuve de mental. C'est-à-dire que euh, William Gomis, on va y venir parce que c'est sur la fin du combat, mais William Gomis prend clairement le premier round, ça c'est unanime aux yeux des juges et aux yeux du public. Le deuxième round est très serré, il est très 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 serré. Il y a deux juges qui le donnent à Gomis, il y a un juge qui le donne à Herrens. Il était vraiment serré. Franchement, là c'était pas compliqué, c'est très compétitif et c'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup d'impact, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, donc ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Et dans le troisième round, William Gomis, qui avait pris le premier, qui savait pas s'il avait pris le deuxième, vient pour prendre le troisième clairement. Il commence à dominer, mais c'est pas une domination impactante de nouveau. Donc il prend du contrôle, il fait quelques frappes, mais ça n'a pas de, il n'y a pas de grosses frappes ou de gros moments pour lui. Il prend les minutes, comme on appelle. Et à la fin, il y a ce triangle. Alors là, respect aux deux, parce que sortir un triangle comme ça à la fin d'un combat qui commence à glisser entre les doigts, respect à Jarno pour ça. Et ne pas dormir, ne pas taper là-dessus, c'est incroyable. Gomis, son interview après combat, elle était extraordinaire par rapport à ça. Il voulait pas mourir, bon, il voulait dire qu'il voulait pas dormir, mais on comprend ce qu'il veut dire. Et justement, avec cette intensité, c'était chouette à entendre. C'est le public là, c'était je sais pas comment on peut appeler ça, le 12e homme, c'est le 13e homme ou le 12e homme au foot, le surnom, mais là c'est vraiment l'ambiance du public, le fait qu'ils savaient tous les enjeux qui l'ont fait tenir, et ça c'est incroyable qu'il y ait eu ce genre d'interaction, déjà entre lui et Taylor Lapillus pendant le combat, mais entre lui et le public sur cette fin de combat. Mais par contre, du coup, ce troisième round va pour Herrens. Donc Gomis prend la victoire. Ça aurait pas du tout été un scandale que Jarno prenne 29-28 non plus. Ça aurait pas du tout été scandaleux qu'il prenne le deuxième et le troisième. Le deuxième, comme je le dis, il est extrêmement serré. Le premier, il est clairement à l'avantage de Gomis. Le troisième, je vois qu'il y a des hésitations, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'impact immédiat est plus important que l'impact cumulé. Donc, Gomis a pris les minutes,
mais il n'a pas été assez impactant pendant ces minutes que pour justifier la prise de round clairement. Le triangle à la fin, il est vraiment à ça de finir, on le sait tous, il l'a dit lui-même. Et donc Jarno mérite de voler ce troisième round. Et d'ailleurs, les deux juges anglais sont d'accord avec cette analyse. Et le juge français, qui a aussi fait un bon taf, Christophe Chapuis, a donné 10-10, une égalité sur ce troisième round. Donc encore une fois, ils sont allés au cœur. J'ai bien apprécié ce combat. Nassourdine, très beau. 13 minutes, je vais pas dire parfaite, parce que quand tu es au top niveau, tu prends des coups, tu as des périodes de difficulté. Il a montré qu'il savait rester dedans quand il y a eu des moments de difficulté. Même dans la fatigue sur la fin, il a montré qu'il était capable de survivre. Et sur le reste du combat, il a été très bon. Sniper, il a été patient au début, ce qu'il fallait faire, vraiment. Parce que je sais que beaucoup de gens s'attendaient à une guerre au début, etc. etc. Quand tu es face à quelqu'un comme Buckley, qui a énormément de souplesse dans les jambes, qui peut t'envoyer des high kicks que tu vois pas venir, qui travaille en blitz, qui explose, qui a des attaques très très variées, qui pourrait très bien, qui switch, qui step, qui shift, qui fait des retournées. Tu dois être attentif au début, tu dois commencer à lire le timing et le rythme de ton adversaire. Nassourdine l'a dit aussi à l'interview après le combat, c'est ça qu'il l'a fait. Il a attendu, il a commencé patiemment, il a pris la lecture du jeu. Il a mis un très très beau front kick au visage dans le premier round. Le premier round est très compétitif. Heureusement qu'il retourne la situation sur la tentative de takedown de Buckley, parce que ça lui permet d'assurer le premier round. Et c'est primordial, parce que s'il prend pas ce premier round, il prend que le deuxième et il prend pas le troisième, c'est un 29-28 pour Buckley. Donc là, les 30 dernières secondes de ce premier round, ça a été, c'est le tournant du combat. C'est ça le tournant du combat. Deuxième round, masterclass. Donc fin du premier round, il prend la monte ultra agressivement. Il est là aussi 30 secondes de plus, il finalise le combat. Euh, Très belle attitude dans cette monte. Il a fait preuve d'agressivité et de sang-froid. Il a trouvé le juste milieu entre les deux. Quand quelqu'un a trop d'agressivité, il se fait sweep. Et quand quelqu'un a trop d'agressivité et pas assez de sang-froid, il se fait sweep. Et quand quelqu'un a trop de retenue, bah, il marque pas assez de points. Et donc là, il a trouvé le juste milieu pour vraiment marquer les esprits sur cette fin de première reprise. Deuxième round incroyable pour Nassourdine, qui semble trouver le chemin vers la victoire grâce à sa lutte et son grappling, prise de dos, il a failli soumettre Buckley, ça aurait été très très beau qu'il le fasse. Et puis troisième round, là c'est la gestion d'énergie qui a peut-être un peu... et c'est peut-être ça son point d'amélioration, sa leçon à tirer dans la victoire, parce qu'il y a toujours des leçons à tirer, c'est la gestion d'énergie. Alors c'était peut-être encore une fois à cause du public, grâce à cette énergie, ça a donné un combat de dingue. Mais les 2 dernières minutes, il semblait vraiment fatigué. C'était pas de la petite fatigue, c'était de la vraie fatigue. Et Buckley était pas aussi fatigué, donc ça l'a mis en difficulté. Donc ça aurait pu lui coûter aussi la victoire. Donc voilà, il est encore jeune dans sa carrière à l'UFC. Il est numéro 12, il va probablement passer 11 ou 10 après cette victoire. C'est bien, il faut se construire progressivement. Il a fait une très belle performance. Il peut vraiment célébrer cette victoire. Et en plus de ça, il a des petites leçons à tirer, la gestion d'énergie notamment, parce que ça, évidemment, face à quelqu'un de très très bien préparé et du top 8 de la division, il y a des gros risques. Il y aurait eu des gros risques. Et donc, c'était un combat qu'il devait prendre. Il a fait face à un adversaire très agressif. On a vu qu'il savait gérer l'agressivité d'un adversaire. On a vu qu'il avait salement bossé sa takedown defense, ses contres en lutte et sa lutte proactive ou d'initiation. Donc là, franchement, ça devient un produit très complet. Ça devient un produit très dangereux. Ça devient un produit qui va être très difficile à accepter pour les gens du top 10. Alors, sur la plateforme RMC, on parlait de Vettori, Whittaker ou Costa. Personnellement, et encore une fois, c'est pas une insulte gratuite, c'est juste mon avis. J'essaye d'être impartial par rapport à ça. Je me dis que voit un Américain, il faut encore attendre une étape avant ces trois noms-là. Il faut encore attendre une étape. Je le mettrais plutôt contre quelqu'un de l'ordre de Gastelum, Chris Weidman s'il revient de sa blessure. Ça, c'est peut-être légèrement trop bas, mais ça reste des chouettes profils parce que c'est des gros noms. Sinon, on pourrait aller chercher un Jack Hermanson, on pourrait aller chercher un Darren Till. Ça sont vraiment des chouettes noms à prendre pour Nassourdine pour sa prochaine échéance.
Et après ça, partir sur du Costa, Vettori, Whittaker, Strickland. Ah tiens, Strickland, ça peut être pas mal pour le prochain. Ça, ce serait le juste milieu, vraiment. Ouais, c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment, ce serait une bonne transition. C'est peut-être le meilleur profil d'ailleurs de tous. Euh, Ok, et d'ailleurs, c'est par rapport à ça. On a eu Imavov contre Buckley, et juste après, on a eu Vettori contre Whittaker. Alors, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on voyait justement cette petite différence de niveau. Alors, peut-être pas autant que, et encore une fois, c'est pas une critique, j'essaie de nuancer mes propos. On voyait une belle différence quand même quand on voit du Gomis contre Herrens juste après du Wood contre Jourdain. Et il y avait une toute petite différence, je trouve, entre Buckley contre Nassourdine, où on est juste en dehors du top 10. Et par rapport à du top de la division, il y a une différence dans cette gestion du combat, dans cette gestion de la distance, dans cette gestion du rythme et de la direction du combat. C'est très faible, mais ça reste visible. Et donc c'est ça l'argument le plus puissant pour moi de dire que Nassourdine, encore une étape. Alors je dis pas que s'il prend un Vettori après, il gagne pas. Je dis pas du tout ça. Je dis juste que dans la gestion de carrière, encore une fois, je reviens avec ça, il ne doit pas se précipiter. Il est encore jeune, il commence à se créer une fanbase internationale, il progresse vraiment. Donc pourquoi précipiter alors qu'il y a des chouettes profils à prendre avant pour prendre de l'expérience, pour continuer sur une ascension de victoire et pas devoir faire face à un autre rebond. Main event. J'ai rien à dire. Honnêtement, c'est un combat extraordinaire. Cyril Gane a répondu à deux questions qu'on pouvait se poser depuis le début de sa carrière. Est-ce qu'il avait un bon menton? Oui. Et est-ce qu'il était capable de briller dans l'adversité? Oui. Et moi, une petite troisième question à laquelle il a répondu, c'est qu'en est-il de Cyril dans une situation chaotique? Parce qu'il n'a jamais fait face à quelqu'un qui a réussi à apporter le combat à lui, tu vois. Il est toujours en contrôle et c'est pour ça que j'ai le plus grand respect pour lui. Chez les poids lourds, être capable de contrôler un combat de A à Z pendant 25 minutes, c'est du jamais vu. Et là, il a été sonné, ce qui a provoqué une situation chaotique dans l'adversité qu'il a gérée, qu'il a dominé par la suite. Et son fight IQ était encore présent dans la douleur. Il a trouvé ses ouvertures sur les body shots, ce qui lui a ouvert le finish à la tête. C'est splendide. Franchement, si avant l'UFC Paris, on nous avait demandé qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit parfait, on aurait pu donner les réponses qu'on voulait, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau de perfection. Tout était au rendez-vous pour que ce soit une expérience parfaite pour tous ceux qui sont là et pour donner envie à l'UFC de revenir de manière fréquente en France, que ce soit à Paris ou à Marseille, parce qu'il y a des échos pour Marseille. Franchement, là, tout était réussi. Donc, respect à tous les athlètes français, respect à tous les athlètes de la carte, de toute façon. Un grand merci au public, vous avez tué. Et donc, je vais finir sur une note plus personnelle. Moi, je suis très ému d'avoir eu cette opportunité de travailler pour RMC. Donc, j'ai fait mes débuts sur la TV française et c'est au plus grand de mes plaisirs. Je- Quand j'étais sur le retour en voiture, j'ai quasi versé une larme parce que de temps en temps, quand les choses avancent comme ça, on se rend pas compte, c'est étape par étape et on normalise les choses. Et en fait, je repense à il y a 8-9 ans quand j'ai commencé à donner cours d'initiation à des potes et que c'était qu'une passion. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lier c'est ma passion et puisque c'est ma passion, je vais travailler à fond pour acquérir le maximum de connaissances, voilà, pour vivre cette passion à fond. Et ouais, enfin, ça a payé, quoi. J'ai vécu des moments que j'aurais jamais cru vivre dans ma vie, que ce soit en tant que coach. J'ai fait des main events au Cage Warriors, j'ai fait du KSW, j'ai fait du Bellator, du TKO au Canada, j'ai fait des voyages de dingue. Enfin, j'aurais pas pu y croire quand j'ai commencé à coacher. On m'aurait dit ça, j'aurais rigolé, j'aurais dit mais non, jamais j'arriverai là. Et maintenant, en tant qu'analyste ou chroniqueur ou je sais pas journaliste, je sais pas quel mot utiliser, jamais j'aurais cru pouvoir travailler sur une plateforme comme celle de la sueur. C'est un fucking plaisir de travailler avec des gens comme Rust et comme Guillaume. Ils sont passionnés, ils sont professionnels, c'est dingue. Et là, enfin, et commentateur Eleven Sports aussi, je m'y attendais pas et c'est génial ici. Mais là, avoir une opportunité en France sur RMC
à Bercy même, en étant consultant, et j'ai fait toute la main card au final, ce qui n'était pas prévu de base. Ouais, je l'ai super bien vécu. Et donc, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est soyez curieux dans la vie, parce que la curiosité vous amène à découvrir des passions. Et une fois que vous avez trouvé une passion, ne la lâchez pas. Aujourd'hui, tout est possible dans le sens où il y a une époque où une passion devait rester une passion parce que c'était impossible d'être rémunéré pour. Et aujourd'hui, c'est pas encore ma vie. Je rêve que le MMA soit ma vie de tous les jours, que je sois rémunéré pour ça et que j'ai pas besoin de travailler à côté. Pour l'instant, j'ai un travail full-time à côté que j'aime beaucoup. Mais on va pas se mentir, si un jour j'ai une vraie opportunité en MMA et que je peux en faire ma vie, je vais le faire et je sens que c'est pas très loin. Et quand je dis ça, je ressens du vrai bonheur, un réel bonheur. Donc, c'est extraordinaire. Et donc voilà, je voulais juste dire ça que quand on a une passion, il faut être patient. J'ai travaillé pendant 7 ans sans gagner un rond. Et quand j'y travaillais, j'ai pris des heures de mon temps pour faire des choses, pour apprendre, pour m'instruire, même pour faire des actions, pour faire du coaching, pour faire du management. Tout ça gratuit. Mais c'est pour se donner une crédibilité et pour se mettre en position par la suite d'être rémunéré pour des actions parce qu'à un moment, on te veut, tout simplement. Et, euh, ouais, j'en reviens pas et je suis super heureux. Et donc, voilà, si je peux donner un conseil aux gens, c'est vraiment quand vous avez une passion, soyez patient, soyez consistant, travaillez tous les jours dessus, proposez des rendez-vous visibles et, euh, et, et ça viendra et votre bonheur arrivera parce que c'est ça le bonheur, c'est travailler pour sa passion, pouvoir mettre de son temps et de son énergie dans sa passion parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'énergie vient et ne part pas quand on est dans sa passion. Quand on travaille dans un milieu qu'on n'aime pas trop, on rentre chez soi, on est fatigué, on veut pas faire de sport après, on veut juste regarder la télé ou boire une bière ou du vin. Et c'est pas un bon cycle de vie. Donc de temps en temps, il vaut mieux investir gratuitement son temps dans ce qu'on aime parce que ça prend pas d'énergie au moins. En ayant confiance en soi, c'est un investissement sur l'avenir. Et ça commence à payer pour moi, j'en suis archi fier, j'en suis archi honoré. Et ce qui me fait le plus plaisir, vraiment, c'est même pas pour moi, c'est, enfin si c'est pour moi, mais c'est les messages que je reçois. Je m'attendais pas à ce que je fais soit apprécié du public et tous ceux qui prennent le temps, c'est surtout ça, tous ceux qui prennent le temps de m'écrire des messages, de m'envoyer des photos que vous avez prises de votre téléviseur parce que j'y apparais, de prendre des vidéos, et ceux qui m'écrivent des tartines, je prends plaisir à les lire. Alors j'ai du mal à répondre à tout, j'essaye vraiment, mais ouais, ça me donne des frissons, ça me fait chaud au cœur, ça me donne des émotions, ce qui est très très rare parce que je suis vraiment dans le contrôle. Et donc merci à tous ceux qui le font parce que c'est ultra apprécié. C'est comme ça qu'on vit dans un chouette monde. Et je finis ma vidéo avec ça. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Moi, place au repos parce que après avoir fait l'ARES, donc j'ai commenté l'ARES vendredi. Donc j'avais travaillé le vendredi matin. J'ai pris ma voiture pour travailler au soir à l'ARES. Je suis resté pour faire UFC Paris. Je suis parti à 1h30 du matin. Je suis arrivé chez moi, il était 4h35. J'ai dormi, je me suis levé à 7h parce que ma femme a une journée complète avec des amis aujourd'hui pour garder mon gosse qui fait une sieste maintenant. Et c'est maintenant que je fais la vidéo. Donc maintenant, place au repos. Comme quoi, voilà, il faut mettre les heures. Il faut mettre les heures, mais quand c'est un plaisir, ça prend le dessus sur une sieste. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao, c'était Chris Gunnight.